Je suis satisfait pour l'essentiel de ce qui a été dit. En fait, je reviens pour être en phase avec ce qu'ont dit Belko et Hamidou, juste pour dire qu'il faut resituer quand même le débat. Le groupement, je crois que vous avez voulu qu'on fasse une espèce de mini-bilan, peut-être à mi-parcours dans notre marche démocratique. 27 ans après, 91, 98, où est-ce qu'on en est? Quels sont les défis et quelles sont les perspectives? Il y a eu des acquis, il y a eu des dérapages. Aujourd'hui, quels sont les défis? Ce n'est pas les défis avant, les défis d'aujourd'hui du mouvement démocratique. Je crois que c'est de ça qu'il faut parler. 25 ans après, quels sont les défis? Parce que le mouvement démocratique, comme tout le monde l'a dit, au départ, on se battait pour quoi? Pour le pluralisme, pour la liberté d'association, la liberté de presse, pour des acquis qui sont réels. Qu'on dise que la loi de 88 a permis qu'il y ait plusieurs journaux ou plusieurs radios. De toute façon, sous la colonisation aussi, je parle sous le contrôle d'Aliou Diallo, il y avait plusieurs journaux déjà. Donc c'est des évolutions. La loi de 88, elle s'inspire, toutes les lois sur la presse se sont inspirées de la loi de 1881 du système français. Et depuis 1881, c'est le même principe qu'elle défend. La liberté de la presse, la protection des médias. Donc je me dis qu'à ce niveau, il n'y a pas de problème. Celle de 92 a évolué, celle de 88 a évolué par rapport à celle de 59, celle de 92 a évolué par rapport à celle de 58, et celle de 2000 a évolué par rapport à celle de 92, et celle qu'on est en train de préparer va évoluer aussi. C'est comme ça. C'est comme ça qu'on pose les défis. Moi, je me dis qu'aujourd'hui, le mouvement démocratique, ce n'est pas une entité qui est unie comme ça. Qu'est-ce qu'on a remarqué après 91? Le mouvement démocratique ne s'est pas battu pour que l'UDPM meure, pour qu'un autre parti meure, et ainsi de suite. Il s'est battu pour la pluralité. Et on a vu pendant les 10 ans du régime Adema, qui est vraiment un vrai régime Adema, mais il y a des gens du mouvement démocratique qui se sont retrouvés dans le collectif de l'opposition, avec l'UDPM, avec d'autres partis qui n'étaient pas avec eux. C'est pour ça que le mouvement démocratique s'est battu. Et ça, c'est des réalités. C'est des vérités. Dans le collectif de l'opposition, il y avait des gens du CNIT, il y avait même le RPM à travers Alternance 2000 après, il y a eu beaucoup de gens. Choguel a collaboré avec des gens du mouvement démocratique, parce que le mouvement démocratique ne s'est pas battu pour régner les autres. Il s'est battu pour que le pluralisme soit une réalité. Il s'est battu pour que la liberté d'association soit une réalité. Il s'est battu pour que la liberté d'opinion soit une réalité. Et je crois que ça, c'est un acquis. Il s'est battu pour qu'il y ait liberté de presse. Il y a eu liberté de presse. Aujourd'hui, les défis, c'est quoi? Par rapport aux acquis qu'il y a eu entre 91 et aujourd'hui, quels sont les défis que nous avons et quelles sont les perspectives de pouvoir relever ces défis-là? Je crois que le débat, il se pose en ces termes. Et je suis venu un peu en retard, mais je me dis qu'aujourd'hui, le défi, c'est quel mouvement... Le mouvement démocratique, il a deux défis qu'il résout d'une manière ou d'une autre. Toutes les fois où le peuple malien a été face à une situation difficile, à travers la Commode ou à travers d'autres organisations du mouvement démocratique, le mouvement démocratique s'est réuni pour chercher une solution à ça, par rapport à ses idéaux de base. Je crois que c'est ça le plus important. Ce n'est pas que les partis qui ont constitué les associations démocratiques viennent se réunir contre les autres partis. Non, non, non. C'est par rapport à des principes, c'est par rapport à des fondamentaux de la démocratie. Et je me dis que ça, c'est un acquis. Aujourd'hui, le défi pour nous, c'est quelle qualité de notre démocratie. Les défis pour nous, quels besoins sociaux de base, parce que le mouvement démocratique s'est battu pour ça. À un moment, pendant 10 ans ou pendant 15 ans, ça a été un acquis. Ça s'est désagrégé. Notre démocratie, elle est assimilable à une anarchie aujourd'hui. Est-ce que c'est ça le sens dans lequel il faut aller? La liberté de la presse pour laquelle on s'est battu aujourd'hui, elle est plurielle, elle est quantitative, mais elle n'est pas forcément qualitative. C'est tout ça les défis et c'est les perspectives qu'il faut dégager pour les rendre plus qualitatives, pour les rendre beaucoup plus efficientes et pour consolider ce qui est acquis. Je vous remercie. Merci. Merci, doyen Hamey. Donc je reviens au niveau de la table. Je voudrais... je pense qu'il y a une confusion. Il y a une confusion savamment entretenue sur le concept du mouvement démocratique. Je le répète. Est-ce que le mouvement démocratique est égal au 26 mars? Que non. Le 26 mars est un aboutissement. Il n'est pas le mouvement démocratique. Les acteurs du 26 mars ne résument pas tous les acteurs du mouvement démocratique. Voilà comment, quand j'ai pris la parole, j'ai essayé de situer
Est-ce qu'il faut situer le mouvement démocratique à partir des luttes pour le multipartisme, la démocratie libérale que nous connaissons aujourd'hui, tous ceux qui se sont inscrits là-dedans, jusqu'au 26 mars, ou alors il faut commencer le mouvement démocratique à partir de là. On sait aujourd'hui que le mouvement démocratique ne peut pas se résumer au 26 mars. Les objectifs du mouvement démocratique étaient clairs. En tout cas, ce pourquoi moi je me suis battu avec d'autres camarades, c'était le pluralisme politique. Oui, il y a eu la déclaration de Dakar. Il y avait le pluralisme politique, la liberté d'expression, la liberté d'association, le respect des droits de l'homme. Et sur ce plan, j'ai dit que le mouvement démocratique a réussi son objectif. À partir de ce moment, des partis créés à la faveur de la lutte du mouvement démocratique, qui ont pris le pouvoir, sont comptables de leur pouvoir, de la gestion de leur pouvoir. Leur bilan savamment entretenu n'est pas le bilan du mouvement démocratique. Il faut qu'on le dise. Le bilan de l'ADEMA n'est pas le bilan du mouvement démocratique. Le bilan du CNID n'est pas le bilan du mouvement démocratique. Il y avait d'autres composants du mouvement citoyen et du mouvement démocratique qui ne se retrouvaient ni dans l'un ni dans l'autre. Cette confusion, il faut la lever pour qu'on avance. Je voudrais, après ça, quand je parlais, mon ami, mon frère Chegel, avec lequel j'ai toujours plaisir à discuter, vous savez, lorsqu'on a fait 23 ans et qu'on ne cite qu'une route, quelle que soit sa longueur, 500 kilomètres, et qu'on ne cite qu'une section pilote d'un parti politique, ou même un pont, il faut reconnaître quelque part qu'on a gâché la vie à d'autres. 23 ans pour ça, ce n'est pas un bilan. Donc, je ne vais pas rentrer dans ça. Quand moi je parle des lycées, je voulais tout simplement de façon générique prendre le lycée comme un symbole, la scolarisation de façon générale. On était à 20% à la veille du mois du 26 mars. Aujourd'hui, nous sommes à combien? C'est dans l'évolution. Donc, on ne peut pas s'attacher sur des détails comme ça. Mais c'est des choses pour illustrer. Les CESCOM, quand bien même ça a été conceptualisé, je n'en suis même pas sûr. Parce que ce que je sais des CESCOM, quand même le professeur Job Pep, son âme, a beaucoup, ce que j'en sais, contribué à l'élaboration de ce système. Mais ça aussi, c'est un débat. Je dis tout simplement le système d'organisation, même si ça a été conceptualisé, sa mise en œuvre, quelque part, date de l'ère démocratique. Je n'en fais même pas un bilan du mouvement démocratique. Parce que ce qu'on appelle le mouvement démocratique, moi je ne m'inscris pas dans ça. Je l'ai dit. L'ADEMA doit faire son bilan. Tous ceux qui ont géré le mouvement citoyen doivent faire son bilan. Et peut-être aujourd'hui, le RPM et ses alliés dont vous devez faire votre bilan par rapport à la décision actuelle. Ce bilan n'est pas le bilan du mouvement démocratique, encore une fois. Le bilan du mouvement démocratique, c'était d'instaurer la démocratie au Mali. Et ce que je vais vous dire, en tout cas, c'est ce que je crois. La démocratie, elle se conquiert pour elle-même. Elle se suffit à elle-même. Elle n'a pas vocation à développer un pays. Ce sont les acteurs politiques avec des programmes qui viennent avec des programmes de développement pour un pays. Être libre d'écrire, de parler, de marcher, de créer, de libérer les énergies sont des instruments pour développer un pays. Mais cet instrument, comme tout instrument, ne vaut que par son utilisation. Son utilisation dépendra peut-être de son utilisateur. Mais ce que je sais, la démocratie n'a pas vocation, ni au Mali ni ailleurs, à développer un pays. C'est un système dans lequel, avec des programmes, la possibilité des programmes,
pour qu'on développe. Autrement dit, quand vous parlez de la loi 88, la liberté de la presse, tout ça c'est bien. Les journalistes sont là pour le dire. Mais ce que moi je sais, parce que je suis constitutionnaliste, ce que je sais, c'est que la première république reconnaissait le multipartisme dans la Constitution. Elle n'a jamais été appliquée. Donc un texte ne vaut que par son application. Si le contexte politique global fait que le texte n'est pas applicable, il n'existe pas. Il tombe en désuétude. C'était votre cas. La pluralité politique était constitutionnalisée. Le parti unique était constitutionnalisé. De la même façon, la liberté d'expression n'est venue qu'au dernier moment. Il y avait une ordonnance, mais qui n'a jamais été appliquée. Ça aussi, c'est une réalité de notre pays. Donc, on ne peut pas s'attacher à ces choses-là. Dire, je pense même que c'est un truisme, dire que on ne bâtit rien sur ex nihilo, ça c'est une vérité absolue, à la limite. Mais quand ceux qui viennent avec un idéal pensent qu'ils ont fait l'inventaire, vous parlez de l'école pendant ce temps, vous et moi, nous nous sommes battus contre la réforme Palme-Blanc. Je ne sais pas de quel côté vous étiez, mais moi j'étais contre. J'étais au lycée de Ségou, j'étais contre. C'est les premières réformes qui nous ont amenés là où nous sommes par rapport à l'école. Souvent quand on dit l'école, la détérioration de l'école est liée à la démocratie. Mais il n'y a rien de plus faux. Ça a commencé depuis la réforme Palme-Blanc. Nous étions tous là, nous nous sommes battus pour ça, contre ça. Donc, je vais vous dire, personne n'a cherché à dire que rien n'a été fait. On a seulement peut-être montré quelque part, et je fais partie de ceux qui l'ont fait, de dire que comparé à ce que le régime Modibo Keïta avait fait, et comparé les 23 ans de l'UDPM, c'est quand même, c'était le désert. Nous l'avons dit, nous nous sommes battus pour ça. D'ailleurs, je le dis en toute humilité, moi je me suis formé dans la lutte contre l'UDPM, le régime militaire et l'UDPM. C'était même une motivation chez moi d'aller lire tout ce qui était critique sur le Mali avec Ibrahim Ali. Je vais vous dire que quelque part, vous avez raison. Parler de l'unité du mouvement démocratique aujourd'hui, non. Ça ne peut plus exister. Et dire, un tel était de la marche, il est du mouvement démocratique, il est au pouvoir, c'est le mouvement démocratique qui continue le pouvoir, c'est pas vrai, non plus. Il a un parti, il a créé, il a un objectif, il a son programme, il exerce. C'est ce programme, c'est cette démarche-là, s'il fait des erreurs, s'il fait des fautes, c'est sur ça que nous devons critiquer, que nous devons le juger, que nous devons le voir. On ne le verra pas en tant qu'élément du mouvement démocratique. Le mouvement démocratique a fait, comme on le dit, son heure, il a fait ce pourquoi il était là. Et ça, à mon avis, ça s'est arrêté après les élections générales de 92. Le relais est pris par les partis politiques, que les partis fassent leur bilan, que les acteurs politiques fassent leur bilan, que la presse elle-même qui accompagne fasse son bilan. Et elle est souvent mal placée. Penser qu'elle est d'un côté, que la classe politique est de l'autre côté, ça n'est pas vrai. On se connaît. La presse est autant impliquée dans la politique que la politique est impliquée dans la presse, dans ce pays. Nous voulons avancer. Traçons des normes pour avancer. J'avais dit l'auto-exclusion, l'auto-excommunication. Il est temps qu'on arrête ça dans ce pays. Merci, M. Koné. Donc, il vient de lancer une mare dans le jardin de la presse, qui est une réalité. Vous avez dit que, durant le mouvement démocratique, vous, en tant que journaliste, vous avez les deux cartes.
Adema Sénid. Il a dit la même chose qu'il avait la carte Sénid également. Donc, est-ce que l'état congénital de la presse ne date pas de cette période? La politisation à outrance de la presse, il faut le reconnaître. Est-ce que ne date pas de cette période? Non, en fait, non, quand nous on avait les cartes, voilà, c'est bien, merci beaucoup Amé. La précision est importante. Vous savez, et c'est là que je vais en venir. Quand on a pris les cartes du SNID ou bien de l'ADEMA, c'est parce qu'on s'est dit que ces associations-là, ce n'était pas encore politique, incarnaient des idéaux. Ils incarnaient des idéaux. Ces idéaux que nous partageons et pour lesquels nous nous sommes battus, nous avons versé notre sang pour ça. Et c'est là que je vais en venir. Je dis, on dira tout contre le 26 mars. On ne pourra rien contre le 26 mars. Parce que le 26 mars est un combat pour des idéaux. Vous croyez qu'un jour, l'idéal de liberté va mourir? Non. Ça a commencé le 26 mars. En tout cas, pour ce qui nous concerne, nous, Maliens. Les idéaux de justice, les idéaux d'égalité, ces idéaux-là vont mourir? Non, je dis non. Nous, c'est ces repères-là qu'on a pris, et ce repère, c'est le 26 mars. Tout régime qui va régérer ce pays-là sera confronté aux idéaux du 26 mars, parce que c'est inhérent même à l'homme que de chercher plus de liberté, de chercher plus de justice, de chercher plus d'égalité. Et nous, le repère que nous prenons pour ces idéaux-là, c'est le 26 mars. Et le 26 mars, quelles que soient les critiques qu'on va formuler à l'endroit de ces acteurs, ne mourra jamais. Il faut qu'on se le dise. Ceci étant dit, je crois que Choguel a raison. Pour une fois, je dis de dire que pour une fois, ils ont été conviés à ce genre d'exercice. Et ça, c'est à votre honneur, vous les organisateurs. Mais je crois que on va sentir que quand même on n'était pas du même bord. Quand vous évoquez des réalisations, vous êtes en train, j'ai compris que vous êtes en train d'enlever tout sens au combat, que les gens n'avaient pas raison de se battre. Je dis non. Les gens avaient raison, avaient une bonne raison de se battre. Et s'ils sont allés jusqu'à ce sacrifice, pour certains au sacrifice ultime, c'est parce qu'il y avait des choses qui existaient que peut-être que vous n'appréhendez pas à ce moment-là et que les gens avaient sur le cœur. Donc dire qu'il y a eu des routes, je suis d'accord, et tout, je suis d'accord, mais il y avait quand même une raison de se battre. Et il y en aura toujours, que ce soit sous Alpha, sous ATT ou bien sous Ibeka, il y en aura. Et je compte sur la presse pour qu'elle continue le combat. Je compte sur la presse pour qu'elle continue le combat. Bon, encore sur les propos du docteur, docteur Choguel, liberté de la presse, la loi 88-58, je suis d'accord, c'est vrai. Nous, en rapport avec les juristes, pour créer les organes, c'est vrai, on s'est engouffré dans cette chose, mais cette loi ne reconnaissait que la liberté d'imprimerie. Je défie quiconque, vous avez demandé d'aller lire la loi, elle reconnaissait la liberté d'imprimerie. Mais pour parler des progrès qu'on a fait au 26 mars, nous, on a élevé la liberté de la presse au niveau de la Constitution, c'est l'article 7 de la Constitution. Le mouvement démocratique a élevé la liberté de la presse jusqu'à ce niveau-là et j'espère qu'on ne va pas revenir en arrière. Ça aussi, c'est des acquis du mouvement démocratique. Bon. Pour ce qui concerne, et là, c'est en cours, toujours par rapport à la presse, l'ORTEM n'a jamais diffusé l'interview de Moussa. Au Mali, heureusement, nous ne sommes plus à cette époque-là, où c'est un média qui compte. Il y a tellement de médias. Moussa a proposé à qui pour diffuser l'interview qui aurait refusé? Ce n'est pas leur thème. Ce n'est pas une question de leur thème. S'il avait des choses, il y a tellement, c'est ça un acquis du mouvement démocratique. Il y a eu tellement de canaux d'expression que ce n'était pas seulement leur thème pour diffuser cette interview-là. Il y en a beaucoup. Même aujourd'hui, si il veut diffuser cette interview, il peut la diffuser.
Est-ce que lui-même, il a la cassette? Bah, en tout cas, c'est ça aussi le combat, quoi. C'est-à-dire que les Maliens, aujourd'hui, ont énormément de canaux pour s'exprimer. Absolument. Voilà. Et c'est ça le plus. Maintenant, comme je l'ai dit dès le départ de mon propos, qu'est-ce qu'on en a fait? Ça, c'est autre chose. C'est vraiment autre chose. Ce qu'on en a fait, c'est autre chose. Et le plus important pour moi, je crois que si ce genre de débat doit continuer, c'est de voir dans tous ces aspects-là, de liberté et puis de choses, en quoi la presse, nous qui sommes la presse, nous sommes interpellés, et qu'est-ce que concrètement, de combien accords on peut entreprendre pour nous, au moins nous à notre niveau, parce que les gens placent beaucoup d'espoir sur nous, hein. Nous à notre niveau, on évite le maximum de déviance possible parce que la politique nous a atteints aussi. Or, nous sommes un métier. On n'a pas le droit en tant que journaliste, quand on se dit qu'on doit parler aux autres tous les matins, se réveiller tous les matins, parler aux autres, c'est un grand privilège. Parler au nom de la société, c'est un grand privilège, c'est un énorme privilège qu'on n'a pas le droit de dilapider. Bon, je ne vais pas, j'ai souhaité que ce soit le professeur qui conclue le débat, mais en fait, Choguel, encore une fois, il m'a interpellé, il dit qu'il ne faut pas s'accrocher sur des blessures individuelles. Je dis non, franchement, je ne me suis accroché sur aucune blessure individuelle. La preuve en est que, c'est vrai, j'ai échappé beaucoup de fois, c'est une seule fois que j'ai été pris. Mais j'ai dit, la preuve en est que je ne connais même pas, je ne suis jamais allé me plaindre nulle part, même l'ADVR, je ne sais pas ce que c'est. Or, je suis une victime du 26 mars. Je n'ai jamais cherché là où se trouve l'ADVR pour être me dédommager quoi que ce soit. Et je n'ai jamais demandé aucun poste auprès de qui que ce soit. Donc, je ne fais pas des choses individuelles. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Belko. Donc, Hamidou Konaté, de Djamana. Voilà. Merci beaucoup parce que, tu sais, le Peul, quand il va parler avant moi, c'est la catastrophe. Merci beaucoup. Je pense que les journalistes, un journaliste, c'est d'abord un citoyen. Et il a un citoyen. Et il a une mission. C'est vrai, nous sommes des militants, des causes justes. Le 26 mars, nous étions là, peut-être un peu jeunes, mais on a tout transporté, jusqu'à la lettre ouverte du 7 août. Et c'est vrai que, vous savez, la presse aussi, il y a des militants qui sont dans la presse, qui ne sont pas forcément des journalistes. Il y a cette connexion entre les chercheurs de vérité, les chercheurs de démocratie qui se retrouvent. Nous avons écrit au fronton du journal Les Échos, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'au bout pour que vous puissiez le dire, de Voltaire. Donc, nous, on n'a jamais fait de choix d'interlocuteur. Si vous voulez parler, notre porte est toujours ouverte. Ce que je veux dire, c'est vrai que le docteur a parlé de la Deuxième République, mais nous savons, parce que nous étions quand même lycéens et surtout étudiants sous cette République, nous savons toutes les souffrances que nous avons endurées, et lui aussi. Les étudiants et les travailleurs, c'était des mois sans salaire, sans bourse. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu du bien, mais écoutez, quand vous faites un bilan actif-passif, vous tirez le résultat, c'est quoi? S'il y a l'actif, il y a le passif, vous tirez le bilan, c'est selon que le passif soit plus supérieur à l'actif, il y a le moins ou le plus. Nous, c'est ce que nous regardons par rapport à la Deuxième République. La revendication principale, c'était les libertés démocratiques. Et les dirigeants à l'époque ont dit non, on va aller au Congrès. Le Congrès. Et c'est ça. Sinon, le 26 mars n'allait pas avoir lieu. S'ils avaient écouté les mouvements qui revendiquaient la démocratie, on a dit l'ouverture. Ils ont dit oui, c'est la démocratie au sein du parti. Ça veut dire quoi? Nous étions là à l'ENA, on nous a dit si vous n'avez pas la carte de l'UNGM, vous n'allez pas avoir vos bourses.
Ça s'est passé aujourd'hui. On ne sait pas quel étudiant fait quel parti. Donc c'est dire qu'il y a eu du positif peut-être, mais certainement. Mais si on compare aussi la Deuxième République à la Première République, comme il a dit, c'est vrai. C'est très sage de sa part qu'on doit faire d'abord regarder ce qui a marché avant et s'appuyer sur ça pour aller de l'avant. Mais c'est ce que la Deuxième République n'a pas fait par rapport à la Première République. Toutes les sociétés d'État ont été sacrifiées. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, il est acteur de la démocratie, même s'il ne s'est pas battu pour ça, il en bénéficie, c'est normal. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a dit qu'on se bat, même si on n'est pas d'accord, pour que tout le monde puisse. C'est vrai que le mouvement démocratique a joué son rôle, mais doit rester comme sentinelle. Je vais parler de l'ADEMA, parce que Koné a parlé de l'ADEMA 2 ou 3 fois. Le régime du parti ADEMA, si je dis l'ADEMA, moi je ne parle pas de l'association. Je suis membre de l'association, je suis membre du CNID association. Je parle du parti de PAHJ. Voilà. Le régime Alpha, vous vous en souvenez certainement, au premier gouvernement, ils ont tendu la main au CNID. Les PSPR, c'est quoi? Avant que ATT ne vienne avec son consensus. C'est vrai que les gens n'ont pas les mêmes objectifs. Ils ne sont pas venus. Ceux qui étaient déjà au gouvernement, la sortie des 10 pour créer le parrainage après, Moutagassi voulait être Premier ministre. Il est encore vivant, Alpha aussi. Il aurait été. Parce que nous sommes dit, ils se sont dit, parce que je ne suis pas décideur à l'époque, ils se sont dit que certainement, non, je dis nous en tant que membres de l'ADEMA, que c'est un militant. Moutagatal est un défenseur des droits humains. Il est démocrate, il avait sa place dans le gouvernement. Mais il a fallu le 5 avril 1993, que vous savez, pour qu'ils viennent après, ils ont dit ouvrir la porte. Nous avons fait au niveau des échos, nous avons fait une caricature, on a fait un hangar, on dit un hangar n'a pas de porte. Donc vous pouvez rentrer au gouvernement. C'est vous dire que même entre nous, du mouvement démocratique, ça ne marchait pas, il y avait des problèmes. Donc c'est dire que c'est un processus. Tout ce que moi je voulais dire pour terminer, c'est que notre pays, le Mali, vit des moments extrêmement difficiles. Au-delà des querelles de chapelle là, de partis, de ceci, ils sont nous pour défendre notre parti. Et après, on verra. Si je ne veux plus parler à un peuple qui est à ma droite, je ne le parlerai plus. Mais réglons d'abord ce problème d'insécurité qui est là, qui n'est même plus insécurité, qui est de catastrophe. Parce que pour aller à Mopti aujourd'hui, c'est grave. Donc, vraiment, moi, si j'ai un appel, c'est vraiment ça, pour qu'on sauve ensemble, nous sauvons notre Mali pour le bonheur de tous les Maliens. Merci beaucoup. Professeur Ali Noum Diallo. Bon, on peut te donner la conclusion. Au lendemain. Tu vas parler et puis on tire la conclusion. Non, parlez. Bon, donc au lendemain de la conférence nationale, j'avais fait paraître, en tout cas où c'était une interview, ce propos: tous les partis politiques issus du mouvement démocratique sont des enveloppes au contenu hétérogène, et tôt ou tard, ces enveloppes vont éclater et ceux qui se ressemblent vont s'assembler. La seule personne qui est venue me trouver pour me dire: mon frère, vraiment tu as dit la vérité, c'était Younous Ahmed Diko. À l'époque, il était, je crois, au MPR avant la naissance de l'UDD. Non, c'est le MPR qui a... C'est l'UDD, voilà, il était à l'UDD. La deuxième chose que je voulais dire, donc je suis toujours convaincu que la désagrégation des partis politiques à laquelle on a assisté était naturelle. La division de l'un en deux est un phénomène dialectique. Je suis convaincu de ça. Mais mon rêve, que ceux qui se ressemblent vont s'assembler, eh bien, il est toujours un rêve. Il y a eu des regroupements
de gens, peut-être qui sont toujours aussi hétérogènes que nous l'étions avant. Et Choguel a juste raison à rappeler que nous nous sommes vus dans le bureau du président de l'Assemblée nationale et peut-être l'entretien a duré 2 heures. Et le thème, il était venu coûte que coûte pour qu'on accepte que vraiment l'UDPM réapparaisse sous son nom. Je lui dis ça, c'est pas raisonnable. Ce que je peux faire, me battre de toutes mes forces pour que votre courant politique, en changeant de nom, puisse être admis. Et je crois que lui-même avait perçu ça et déjà avait créé, je crois, le MPR ou l'UDD, je ne sais plus. Mais dès qu'on s'est séparés, c'est tout ce que je voulais ajouter. Immédiatement, j'ai pris la voiture et je suis allé trouver Mamadou Lamine Traoré, paix à son âme. Malheureusement, il est décédé aujourd'hui. Mais je crois que tous ceux qui me connaissent savent que je ne peux pas mentir, même sur les vivants, fortiori sur les morts. Et je lui ai dit, nous ne pouvons pas empêcher, au nom de toutes nos convictions, le courant de Moussa Traoré d'exister. D'autant que, Mamadou Lamine, tu le sais très bien, nous autres, s'il n'y avait pas eu réellement ce refus de Moussa de faire l'ouverture, nous attendions même à ce que Moussa existe en tant que UDPR, une fois qu'il a proclamé, et que nous aussi nous créions nos partis, et qu'on soit côte à côte pour nous battre, et que le peuple malien choisisse. Ceci est d'autant plus vrai que à la réunion des cadres, où on parlait, je ne sais plus, de la fraude, c'était à l'Assemblée nationale, le camarade Birama Diaguité était là-bas en tant que cadre. Et à un moment donné, il a dit, il a levé la main. Monsieur le Président, je veux parler. Il avait peur qu'on l'empêche et il avançait progressivement jusqu'à ce qu'il soit arrivé au micro. Quand il est arrivé au micro, Moussa lui dit, bon, maintenant que tu es devant le micro, prends la parole. Il dit, bon, Monsieur le Président, ça fait une 20aine d'années que vous êtes en train d'essayer de sauver le pays. Mais le fait est là, c'est que le pays est dans la situation où il est aujourd'hui. Est-ce qu'il n'est pas temps que vous ouvriez et que vous donniez la possibilité à d'autres Maliens aussi de s'organiser et de tenter de redresser le Mali? Moussa s'est retourné vers la salle. Est-ce que la question est à l'ordre du jour? Évidemment, la plupart des... Non, Monsieur le Président. Non, Monsieur le Président. Il dit, vous avez entendu? Allez vous asseoir. Allez vous asseoir. Donc, nous étions convaincus que nous devions coexister avec Moussa Traoré ayant créé son parti, ou bien ayant gardé son parti, mais qui n'est plus unique et constitutionnel. Nous étions prêts à ça. Et c'est pour ça que Mamadou Lamine, quand je l'ai vu, il m'a dit tout de suite, tu as parfaitement raison, camarade secrétaire politique, moi aussi je suis dans cette logique. Et nous allons permettre, effectivement, on va lui donner son récépissé. Ça, je ne t'ai jamais dit que immédiatement j'ai quitté, je suis allé trouver Mamadou Lamine. Concernant maintenant ce que tu as dit quelque chose. Oui, les CESCOM. Je commencerai par là. Je dois dire que tu as parfaitement raison. Je me suis révolté contre l'international, en tout cas le passage du passé faisant table rase, foule esclave debout, etc. Le jour où les gardes rouges se sont mis à casser toutes les sculptures qui étaient dans Pékin. J'ai dit, si c'est ça du passé faisant table rase, moi je ne suis pas là-dedans. Il faut absolument que les hommes fondent leur action sur leur culture fondamentale pour avancer, pour progresser. Donc sur ce point-là, on est totalement d'accord et on est en phase. Maintenant, les CESCOM, c'est au nom de ça, parce que j'avais commencé par dire
ceux qui ont écrit le Mali sous Moussa Traoré, mon vieux, beaucoup étaient au Congrès constitutif et même ceux qui ne l'ont pas écrit, beaucoup aussi étaient nos camarades. Hein. Quand Cheikh Moutari Diarra était là-bas, quand Moriba Sissoko Pé à son âme était là-bas, quand Ali Sangaré était là-bas, quand Abdoulaye, même Abdraman Nyang était là-bas, etc. etc. Hein. Il y avait beaucoup de camarades qui ont contribué à la rédaction du programme de l'UDPR. Donc les CESCOM, etc. Notre camarade Ngolo Traoré, c'était un mystère pour personne après la chute de Moussa. Et bien d'autres, non, surtout Ngolo Traoré, qui était ministre de la Santé à l'époque, si je ne m'abuse, en 1979. Et Ngolo était à Alma-Hata avec Abdoulaye Diallo. Et sur ça, tu as raison, que c'est à cette période que les soins de santé primaire ont été adoptés comme règle d'organisation de la santé dans le monde. Et c'était à Alma-Ata, c'est l'OMS qui avait décidé et nous devions appliquer. Et nous avions la chance que Ngolo, qui était non seulement au Congrès, mais qui était aussi avec nous dans toutes les organisations, ne pouvait qu'appliquer cette politique de Alma-Ata. Donc sur ce point-là, tu as raison, mais un jour, nous tous, nous sommes en train d'écrire hein, pour répondre à l'ouvrage, parce que vous n'avez pas été gentil. Vous avez dit, il y a des gens qui sont entrés dans l'UDPM uniquement pour détruire. Et venir à l'UDPM uniquement pour détruire son pays, c'est vraiment n'être pas patriote. Je crois que vous avez tout faux sur ça. Personne n'est rentré à l'UDPM pour détruire le Mali. Sûrement pas. Beaucoup sont rentrés à l'UDPM à l'époque pour mieux connaître le système, apprendre au sein du système à travailler, à diriger des services, etc., etc., pour que la rupture entre ce qui se faisait et que nous désapprouvions ne se fasse pas alors que personne n'avait appris vraiment à gérer. Alpha Oumar est allé pour être ministre, ce n'est pas forcément de lui-même. Donc il y avait absolument, absolument, tout comme Oumar Issiakaba, tout comme d'autres. Donc nous avions un sens de la continuité de l'État et nous avions un sens de la construction du pays. Donc les CESCOM sont à la fois l'œuvre forcément de Moussa Traoré, parce que nous le répétions tout le temps en Ngolo, tu ne seras jamais un stratège dans cette affaire. Tout au plus, tu pourras être un tacticien. Mais en vérité, si nous ne nous mobilisons pas tous, tu as parlé tout à l'heure de l'initiative de Bamako. L'initiative de Bamako, c'est Ngolo. L'initiative de Bamako, c'est Père à son âme Hamma Cissé. C'est, comment il s'appelle, qui a été chez les Hollandais, etc., et qui a été ministre aussi pendant la transition là, de Mamadou Nabori Traoré. L'initiative de Bamako, c'est aussi le docteur Boulkassoum Haïdara et bien d'autres. Donc, c'est évident que une bonne partie des succès que je vois dans le Mali sous Moussa Traoré est lié au fait que, comme tu l'as dit à juste raison, les cadres maliens, toujours quand la patrie est en danger, cherchent à redresser et à empêcher les malheurs. Toujours les cadres maliens. Il suffisait d'insulter Moussa pour être démocrate et peut-être parlant des députés. Je crois que là aussi, comme tu nous incites à la sagesse, et tu as raison,
toi aussi, il faut que tu sois sage. Tu comprends? Que tu sois sage. Et tu te dises, il y a des mécanismes probablement à la place où tu étais que tu ne pouvais pas saisir. Et je suis en train de penser à Maman Santara. Maman Santara, tu connais sa position au sein de votre parti. À cause de ces positions-là, nous aussi, nous avions des préjugés contre Maman Santara. Et nous ne voulions pas du tout de Maman Santara comme secrétaire général de la section Adema de Djenné. Et les missions sont parties. Hein. Et votre colistier, là? J'y viens, mon ami. Oui, j'y viens. Et je vais les passer tous en revue. Hein. Oui, parce qu'il m'y oblige. Tu comprends? Et par son propos, il suffisait d'insulter Moussa. Il ne suffisait pas d'insulter Moussa. Hein. Il suffisait d'avoir des engagements certains et des luttes, un itinéraire solide dans la lutte contre la dictature. Donc, lui, nous avions des préjugés contre lui. Nous avons envoyé une mission dont je faisais partie et que je conduisais. Je suis allé à Guinée. On m'a dit, si jamais ce n'était pas toi qui étais venu, nous aurions insulté la délégation copieusement et nous vous aurions renvoyé dans vos corps. Celui-là, c'est un homme du peuple. Hein. C'est un homme du peuple. Nous sommes revenus. On a dit qu'Ali est sentimental. Il est allé à Guinée, il a suffi qu'il soit au milieu des Peuls pour que les Peuls l'amadouent, alors que la dominante, ce n'est pas forcément les Peuls à Guinée. Hein. C'est des Bozos, c'est des Bamana, c'est des Malinké, c'est etc. Oui, des Sorés. Exactement. On a fait une autre délégation conduite par Bakary Tereta, il est vivant, et on m'a mis quand même là-dedans. Quand nous sommes allés à Guinée, mon vieux, les gens de Guinée ont insulté le pauvre traitant. Le traitant de tous les noms. Quand nous sommes revenus, on a compris que le parti Adema ne peut rien contre ça. Sauf à dire que la section de Guinée est exclue. Donc on a été obligé d'accepter qu'il est le secrétaire général. Le moment est venu après pour les législatives. Là aussi. Moi, je revois encore la réunion chez Abdraman Babatouré. Hein. Tout ce que Guinée comptait de notables était venu chez Abdraman. On ne voulait pas de Santara comme sur la liste du parti Adema. On était là 9h, 16h encore. Le parti, le FNDP, Front National Démocratique et Populaire, qui unissait le PMT, le PMRD, l'Union Soudanaise RDA, le FDPM de France. C'est ça les ondes. Et vers 16h, je vais écouter, Maman Santara s'est levé. Il dit, bon, parmi tous vos candidats cachés là, lequel peut se lever maintenant et dire que si les têtes de liste, le parti Adema aura la députation au premier tour et avec 62% des voix. Avec 62% des voix. Personne n'a levé la main. C'est Maman Lamine Traoré qui dit Koumabana. On a été obligé d'accepter. J'ai été long sur celui-là, parce que celui qui était le plus décrié dans nos rangs, mais dont nous avons vu toute la fidélité après. Et le dévouement aux populations. Il parlait tout à l'heure de mon colistier. Lui, il avait été suspendu de l'UDPM, envoyé à Kaï, je crois même à Yélimane, et en même temps que Hassan Sissé, c'est ton frère ou c'est ton oncle? Qui ça? Ton neveu. Le premier, c'est Mamadou Pamanta, mon colistier, puisque c'est lui qui parlait de mon colistier. On les avait dispersés parce qu'ils luttaient contre l'UDPM. C'est quand maintenant
par la suite, on a suspendu aussi ton neveu pour, comment on appelle ça encore là, quand il n'avait pas la palme, c'était quoi là? Voilà, quand Bouaza a été mis sous tutelle, c'était sous Moussa, non, et sous Hassan. C'est en ce moment que les élections qui ont suivi, qui juste précédaient l'insurrection populaire généralisée, c'est à ces élections-là que les commandants ont été élus. Commandant était à Bayagra, puisqu'on a plaidé, son père avait 90 ans comme ça. Et il était soutien de famille pour qu'il n'aille pas quand même jusque vers le Yélimane. Et Hassan aussi devait venir à Koulikoro ou quelque chose comme ça. Hassan, il a plaidé, il était à Djankabouj. Donc voilà un peu, et il ne suffit pas. Je pense à Asman Abdraman Diallo de Gundam, Binta Gungu, a toujours été avec Mohamed, c'est lui qui, le beau-père des Abi, etc. Là. Mohamed, il est décédé maintenant. De Gundam. Non. C'est Mohamed quelque chose là. El Meidi. Merci beaucoup. Abdraman Asman était toujours avec Mohamed El Meidi et c'était eux qui ont géré la politique à Gundam. Donc il était éminemment populaire. Le parti Adama aurait voulu le combattre, n'aurait pas pu, bien que nous étions au pouvoir. Donc voilà quelques-uns dont j'ai les noms ici. Il y a beaucoup à Sarid, beaucoup d'autres. Oui. Tous, on a vu comment Nok nous a dit clairement, pendant 5 ans, il ne fera pas la politique. Et qu'il laisse Kourkoy, Mahmoud Kourkoy, venir. Voilà. Mais après 5 ans, c'est dans le bureau du président qui me l'a dit, on vous laisse tranquille, mais pendant 5 ans, je vous aiderai en sourdine, mais après je ferai la politique, je vous le dis. Et je reviendrai, parce que je suis populaire. Donc la situation n'était pas aussi aisée que ça, quoi. Maintenant, l'armée, je dis seulement une phrase. Rapidement, professeur. L'armée dit seulement une phrase. Et l'armée du Mali n'aurait pas pu connaître. Et pourquoi on a dégradé le général Sangaré, là, au front du Burkina Faso? Et pourquoi, etc. Je crois un autre jour, on prendra pour thème l'armée, et puis chacun de nous démontrera le rôle de chacun dans la décrépitude de l'armée et dans la reconstruction de l'armée. Parce que le camarade Bouakar Sadassi, tout le monde sait ce qu'il a fait pour reconstruire l'armée. Ok. Je crois que je m'arrête là. Donc, l'armée a été trahie et le président de la République sait de quoi il parle. Moi, je ne sais pas de quoi il parle. Merci, professeur. C'est important que toi, tu nous dises de quoi Ibrahim Bouakar Keïta parlait. Dernière intervention, celle de Choguel, avant de conclure. Voilà mon neveu qui vient. En réalité, je n'ai pas les invitations et puis il va parce que lui, il veut suivre pour se cultiver. Mais dans des tribunes officielles comme ça, vraiment, je veux garder toujours à la presse cet honneur-là. Honnêtement, je ne connais pas une structure officielle qui invite à un débat contradictoire de ce genre. Généralement, les autres font leurs conférences. Bon, on vous invite pour venir assister. Bon, là, naturellement, les rôles changent. Bon, ce n'est pas le plus important. Pour revenir au débat d'aujourd'hui, voyez-vous, c'est toujours ce qui m'inquiète. C'est que chaque fois que les opposants à la deuxième République font des démonstrations, c'est toujours des arguments à géométrie variable. C'est-à-dire en fonction de ce qu'on veut dire, le même argument qu'on met contre quelque chose, on le ramène pour justifier. Je vais dire au passage, le professeur a cité beaucoup d'exemples, Alpha Oumar Konaré, Ngolo Traoré, d'autres, Feu Boubassi. Moi, je voudrais leur dire simplement, et c'est bon que les Maliens le sachent, le président Moussa Traoré, vous savez que beaucoup de Maliens ne savent pas, qui m'a vu pour me connaître la première fois, le 12 mars 2002. Le 12 mars 2002,
11 ans après sa chute. Je n'ai pas exercé de fonction administrative. Fonction politique, j'étais membre du bureau national de l'UNGM, je m'occupais des questions scolaires et universitaires. Et ça, tout le monde sait, ce n'est pas ceux qui décident. Je n'ai pas été responsable administratif, responsable décideur. Ma famille n'était pas impliquée dans l'UDPM, rien du tout. Je n'ai pas un parent qui a exercé des responsabilités. J'avais un doctorat d'État dans les sciences de télécommunications. C'est le niveau le plus élevé au Mali. Quand Moussa chutait, j'étais complètement défectif face au tellement. Donc pour dire qu'administrativement, politiquement, socialement, je n'ai pas de lien de parenté avec lui. Je lui ai serré la main en public 3 fois, on ne peut pas dire qu'on connaît quelqu'un. Il est venu à Moscou en 86, j'étais le secrétaire général des étudiants. On a fait une aire d'honneur pour le saluer à l'ambassade. Quand j'ai été élu dans le bureau national de l'UNGM, il est venu à la cérémonie de clôture, il a fait une photo de famille avec plus de 30 personnes. Et en janvier 91, quand les troubles ont commencé, il a réuni tous les responsables du district de Bamako, des jeunes, moi j'étais dans la masse. Il nous a expliqué ce jour ce qui est en train de se passer au Mali. Il nous a expliqué clairement que ce n'est pas un problème de démocratie. L'objectif, c'était le renversement du régime. Et il nous a dit tout ce qui était là-dedans. C'est pourquoi je vous dis que le mouvement démocratique, il y avait plusieurs composantes. Il y avait des opposants historiques qui se battaient contre le régime, des gens qui étaient dans des partis communistes clandestins ne peuvent pas me dire qu'ils se battaient pour la démocratie libérale. Jamais. Le PMT ne pouvait pas dire qu'il se battait pour la démocratie libérale. La preuve sous l'USRDA, c'était un parti qui était interdit ici parce qu'ils considéraient que l'USRDA n'était pas suffisamment à gauche. Ils ne peuvent pas me dire qu'ils se battent pour la démocratie libérale. Ils ont infiltré les structures de l'UDP par des ministres, par des directeurs généraux, tous les centres stratégiques qui étaient dans leurs mains. Qu'ils disent maintenant que c'est pour apprendre à gérer l'État. Ça, c'est leur argumentaire. Je veux simplement dire que moi, je défends Moussa Traoré, ce n'est pas parce que je lui dois quelque chose. J'ai eu la chance simplement d'évoluer dans les structures du parti et j'ai observé un certain nombre de choses. Le débat dont il parle, je vais le rectifier parce que les archives existent à l'ORTM. C'est en décembre 89 où Moussa a été interpellé au Palais de la Culture sur la démocratie pluraliste. Ce jour, il a posé la question à la salle. Ce que vous avez dit, ce n'est pas la vraie relation. La cassette existe, on peut la retrouver. Ce jour-là, il a posé la question à la salle. C'est le secrétaire général de l'UNTM qui s'est levé pour dire à Moussa ce que vous voulez amener au Mali, le pluralisme politique pour que les Maliens viennent avec des couteaux et des coupes-coupes se tuer comme sur le PSP, l'URDA, ça se fera sans nous. Je ne me rappelle pas du deuxième parce que Moussa a arrêté le débat. C'était décembre 89. Mars 90, c'était au stade Omnisport. Moussa était à Tombouctou. Il a téléphoné au secrétaire politique. Il dit organiser un débat sur l'exercice de la démocratie au sein du parti et laisser tout le monde venir, même ceux qui ne sont pas de l'UDPM. Parce qu'il faut que les opposants viennent s'exprimer. On est dans une situation où on veut écouter tout le monde. Ce jour-là, il y a des gens qui sont devenus célèbres au Mali. Le professeur Ali Diallo a intervenu, Soumaïlou Boubé Mega a intervenu, Kayatossi a intervenu, et Ibanja a intervenu. Ils étaient des partis clandestins, ils ont pris la parole dans une conférence des cadres de l'UDPM, mars 90, Madlami Traoré. Dans un régime dictatorial, ça se fait. Est-ce qu'aujourd'hui, moi, je pouvais aller après mars 81, aller dans une conférence des cadres de l'ADEMA, prendre la parole pour les critiquer? Ça a été fait. Ce jour-là, j'ai pris la parole. Mars 90. L'exercice de la démocratie au sein du parti. Parce que c'était devenu évident au sein de l'UDPM qu'on ne pouvait pas éviter la transition vers le pluralisme politique. Ça, c'était en mars 90. Quelques semaines après, il y a eu le barreau, il y a eu l'UNTM qui a changé parce que l'UNTM a fait son conseil national extraordinaire. On est allé jusqu'en juin. Et en juin, il y a eu pratiquement une fissure dans le parti. Tout processus politique a ses partisans et ses adversaires. Donc il y avait d'intenses débats au sein de l'UDPM. Les gens ont fait 2 heures pour s'entendre sur l'ordre du jour. Parce que certains voulaient que dès juin 90, on proclame le multipartisme. Pour les mettre d'accord, Moussa dit, écoutez, je convoque un conseil extraordinaire en août 90 à l'effet de trancher cette question. C'est comme ça que les gens se sont mis d'accord. Moi j'étais jeune, mais je suivais et je notais tout. Mais entre-temps, la rébellion a éclaté le 29 juin 90 par l'attaque de Menaka. Mais le 28, ils ont égorgé tous les responsables de l'administration qu'ils ont trouvés à Tekaren.
Donc quand on est arrivé au congrès d'août, au Conseil national d'août 90, il y a une autre fissure dans le parti. Parce qu'une bonne partie de la direction voulait qu'on proclame l'ouverture tout de suite. Le président dit le pays est en guerre. Changer la constitution, ça revient à une réforme constitutionnelle. Je ne le ferai pas pendant que le pays est en guerre. Je finis avec la guerre, on fait les réformes. Il y a une fissure dans le parti. C'est à cette occasion que Djibril Diallo a dit que le parti unique a atteint son cueil d'incompétence historiquement. Il faut aller à une autre étape. Mais on a transformé dans la presse pour dire que Djibril a dit que c'est l'UDPM qui a atteint son seuil d'incompétence. Il a même démissionné. Il a fallu que les notables et les religieux aillent le voir pour dire que le pays est en guerre. Il ne faut pas démissionner maintenant. Il est revenu sur sa décision. Donc je sais ce qui se passait dans l'UDPM. Nous-mêmes, on était plus en avance que l'opposition par rapport au débat interne. Après, le congrès a été renvoyé. On a voulu qu'il y ait un congrès extraordinaire, ça n'a pas eu lieu. Vous savez tous, vous êtes tous dans des partis politiques, vous savez comment les décisions se prennent. Quand vous êtes dans un parti, vous participez au débat, mais quand vous partez rendre compte à Modibo Sidibé, au congrès, au Conseil national du phare, souvent vous pouvez être accompagné, vous pouvez être soutenu, vous pouvez être désavoué. Donc il y avait un processus interne dans le parti. Maintenant, l'erreur que nous avons tous déplorée, c'est qu'il y a une somme d'informations, y compris celle qu'il nous a donnée en janvier quand il a réuni les jeunes. Le complot qui se tramait contre le pays. Mais en ce moment, il faut aller vite. Et nous avons dit que l'erreur, c'était d'avoir toutes ces informations et ne pas accélérer le processus. Ça, c'est notre débat qu'on a entre nous. Et j'ai assisté à tout ça. Moi, j'ai passé des heures dans les locaux de la sécurité d'État une semaine avant le soulèvement de mars 91. Parce qu'on était dans un courant, mais le président n'a jamais réprimé quelqu'un. Il détenait des données que nous n'avions pas. Quand Alpha a voulu faire sa réforme constitutionnelle, la loi a été lancée, le décret a été publié, les élections ont été convoquées. C'est une extrémiste qui l'a annulé. Ibeka, la même chose. Peut-être c'est ce que Moussa n'a pas su faire. Mais lui, il y avait un complot contre lui, on le savait. Lui, il le savait, il nous a donné tous les éléments d'appréciation. Moi, j'étais au courant de ça. Et donc, quand le régime est tombé, tout le monde a retourné la veste pour aller se réfugier dans l'Adema et le Sunit. Tu étais tout de suite exempté et blanchi, majoritairement dans l'Adema. Au procès des responsables de l'UDPM, Père Sonam Bouyesibi a interpellé quelqu'un qui l'a appelé. Il a dit le projet de transition qui ATT vous a communiqué les 9 mois, c'est ce qu'il a trouvé sur la table de Moussa Traoré. Il a dit que quand on a publié la liste des candidats à la députation de 92, dès qu'ils ont vu la liste, ils étaient en prison. Il dit que l'ADEMA aura 74 députés. Ils ont eu 73. Parce que l'UDPM avait dressé la liste des hommes qu'il allait présenter aux élections après l'ouverture politique. Cette liste-là, ceux de l'ADEMA qui étaient dans l'UDPM, dont le directeur de cabinet du secrétaire administratif de l'UDPM, qui avait les minutes des réunions de l'UDPM, ils ont donné ça à l'ADEMA. C'est cette liste qui a été dressée. La plupart des dirigeants de l'ADEMA ont été portés par des responsables de l'UDPM. C'est comme ça qu'ils ont eu la majorité. Pendant ce moment, le syndic criait dans la rue, Kokadje, Ante Korolin, ils ont perdu les élections comme ça. Bon, nous, on était au courant de ça. Nous, on était au courant de ça. Et donc, on a dit, le multipartisme, on s'est tous battus pour ça, chacun en sa façon. Dire que le multipartisme c'était seulement ceux qui ont renversé le régime qui en étaient les acteurs, c'est pas vrai. Et le président Moussa a l'habitude de dire aux gens, la liberté au sens élémentaire du terme, c'est lui qui l'a amené. Parce qu'avant son arrivée, personne n'osait même prononcer le nom du président. A fortiori faire des articles pour l'insulter, pour faire tout ce... On a traité son gouvernement de voleur et d'escroc, qui va être fusillé. Il n'a jamais emprisonné un journaliste. Mais on a emprisonné les journalistes pour moins que ça. Le premier qui a été en prison en 1994, c'est Sambi Touré, il était au Républicain. Il a simplement dit qu'il y a bruit de bottes dans les casernes. On a emprisonné les journalistes ici pour avoir publié la maîtresse du président, une leçon qui a été donnée par un maître dans les classes. Les journaux qui l'ont publié, on les a mis en prison. Mais Moussa n'a jamais mis un journaliste en prison. Parce qu'on était dans un processus de transformation. Parce que ce qui était l'UDPM ou le CMLR en 68-69, tout le monde sait qu'il y a un processus historique. Souffrez qu'il y a des gens intelligents dans l'UDPM qui comprenaient ce qui se passe. Donc on était prêt pour l'ouverture. Et quand au procès de Moussa, il a interpellé les gens, il dit quand vous dites que je refuse de discuter, amenez le registre des entrées de Koulouba. Vous allez voir ce que j'ai reçu là-bas.
pendant des mois. Pourquoi ce registre a disparu? Parce que ce registre allait prouver ceux qui partaient là-bas avec quoi ils discutaient. Quand Moussa chutait, on avait un projet de constitution, un projet de code électoral, un projet de charte des partis, un calendrier de transition de 9 mois, un gouvernement d'union nationale. Ce dossier a été transmis aux dirigeants des responsables du mouvement démocratique. Je ne vais pas dévoiler ici les noms de ceux qui ont donné et à qui, mais ils ont caché ça même à leurs militants parce que certains avaient comme objectif le renversement du régime coûte que coûte. J'étais au courant de ça. Donc nous avons dit, organisons-nous pour être dans le débat politique, mais n'allons pas nous régner. Voilà ce qui a motivé notre combat politique. Ce n'est pas contre Moussa, ce n'est pas pour Moussa, ce n'est pas contre sa famille, ce n'est pas contre quelqu'un. On a dit, laissez-nous nous exprimer. Après, ils ont dit qu'il n'y aura pas du DPM. Mais dans quel pays on refuse un sigle? C'est la vérité. Ils avaient peur que si le sigle-là se crée, que l'Assemblée se vide des députés à débat. Sinon, pourquoi on refuse qu'il y ait le sigle? Dès lors que notre courant peut exister, ils ont dit que c'est la Constitution, c'est le CSP qui l'a interdit. Non, le CSP a interdit le parti. C'est écrit, le parti est unique. Mais ils ont refusé, nous on sait pourquoi. Et c'est pourquoi ils se sont acharnés contre nous, pour qu'on n'existe pas. Maintenant, je termine par les questions dont j'ai parlé tout de suite. Kone a dit que si je n'ai cité que Gao et Tombouctou et autres, que pour 23 ans, c'est quand même peu comme exemple. En même temps, lui, pour la démocratie, il dit les infrastructures. Mais tout le monde peut s'arrêter à 2 exemples. Moi, j'ai cité Gao et autres comme illustration. J'aurais pu continuer. J'aurais pu dire que maintenant, 27 ans après la chute de Moussa, les 80% de l'énergie qu'on consomme au Mali, c'est les barrages de Séléngué et Manantali. C'est sous Moussa que ça a été fait. Les grandes irrigations à l'office du Niger, la CMDT qui fait la fierté du Mali. Vous avez dit que Moussa a détruit les sociétés de ça. Moi, je ferai un débat avec les uns et les autres. Je vais vous démontrer comment les sociétés ont été créées sous la Première République. Quel était leur état économique? Combien de sociétés ont été créées? Il y en a plus de sociétés créées après 68 que ceux qui en ont été créés. Je vais vous le démontrer. Parce que les débats que les gens ont devant des étudiants qui ne sont pas informés, quand on a des contradicteurs, ce n'est pas la même chose. Mais de toutes les façons, ça ne résout pas le problème. Je dis simplement que le fait d'être opposé à Moussa Kone a dit que lui, fondamentalement, il est contre les régimes. Mais naturellement, moi je lui concède ça, qu'il ne peut pas reconnaître quelque chose de bien à ce régime. Moi je reconnais tout simplement, s'il vient au pouvoir demain, son parti, qui ne commettent pas l'erreur de dire nous on était contre Ibeka, Ibeka n'a rien fait de bien. Donc on continue. Pour l'histoire des CES, comme je vais vous dire, les premiers centres de santé communautaires qui a été installé, c'est à Sakoba, c'est à Bankoni. Le directeur, c'est à Kori Agikina, il était au SUNIT. C'est l'UNGM qui a défendu son dossier au niveau de la direction du parti, parce qu'on a vu son cursus. Ça veut dire qu'en ce temps, il y avait des cadres compétents. Le militantisme venait en 5e critère pour choisir les gens. C'est la compétence, le patriotisme, ainsi de suite. Mais on a tout résumé, on dit pour être dans les responsabilités de l'UDPM. Mais ce n'est pas vrai. La preuve qu'on s'est retrouvé depuis que Moussa a chuté. Combien de hauts cadres de Moussa on leur a fait appel chaque fois que c'est difficile? Ça veut dire qu'il y avait des critères objectifs pour choisir les cadres, qui n'étaient pas seulement le militantisme, mais comme tout parti, il y a des degrés de militantisme. Tout ça a été régné. Moi, j'ai l'avantage d'avoir un certain niveau d'instruction, d'avoir fait 2 ans dans le système, d'avoir observé tout ça. J'ai dit non. J'ai dit aux camarades, ceux qui ne sont pas d'accord avec nous, donnons-nous la main, assumons-nous, participons au débat. Attendons d'ici 20 ans. Ils étaient là, vous pouvez le dire à l'UDD, quand on voulait choisir le candidat à la présidence en 91, je leur ai dit, non, l'histoire a un processus. Avant 20 ans, on ne peut pas présenter quelqu'un contre ceux qui ont fait renverser ce régime. Parce que la population a été tellement endoctrinée qu'aucun message ne passe sauf ce qu'ils ont mis dans la tête déjà. Même quand ils font quelque chose de noir, on va dire que c'est blanc. Les systèmes je vous dis aujourd'hui, pourquoi on dit adéquation, formation, emploi? Parce qu'on a mené une politique pour plaire à la rue, aux députés et aux autres. On a multiplié les lycées. On n'a pas fait descendre des écoles techniques qui forment les gens en masse, qui vont dans l'agriculture, qui vont dans l'élevage, qui vont faire la mécanique, qui vont aller dans le privé. Parce que quand tu fais un lycée, c'est 300 millions. Quand tu fais une école technique et professionnelle, une machine où tu peux faire 500 millions. Donc si tu restes dans le populisme, tu multiplies avec une école technique, tu peux faire 10 lycées et tu les présentes aux populations dans ton mandat. Je termine pour dire,
que vous avez vu concernant la presse, les gens disent, vous voyez, en 60, avant la colonisation, il y avait le multipartisme, il y a eu la loi sur la presse sous l'UDPM, c'est un processus normal. Mais pourquoi ce processus-là, vous ne le reconnaissez pas dès que ça concerne l'UDPM? On fait comme si le régime militaire de 1969, c'est la même situation politique et administrative qu'il y avait en 91. Mais ce n'est pas vrai. Ensuite, les uns et les autres ont dit qu'ils ont pris la loi. Ils ont eu des juristes qui leur ont permis de l'interpréter. Mais les autres ne sont pas des, vous m'excusez du terme, ce ne sont pas des idiots. Ils sont aussi intelligents que vous. Quand vous avez interprété, ils auraient pu dire on refuse. Comme nous, on l'a fait. Nous, on a interprété la Constitution, on a créé l'UDP, on a dit non. Mais on a laissé faire. Chaque fois que... Il y a un journal qui avait publié que le gouvernement de Moussa est un gouvernement de voleurs et d'escrocs. Mais je sais que des gens sont réunis pour aller mener la question au niveau du BC, pour dire qu'il faut les arrêter. Mais Moussa leur a dit non, les gens sont en apprentissage, ils vont continuer à insulter, mais cette période va passer. Alors moi, nous, on est au courant de ça. Je veux que vous compreniez, on n'est pas là pour défendre... Conclusion, Président. Conclusion, je reviens à ce que j'ai dit. Il faut que les Maliens, les dirigeants, ceux qui ont la chance d'accéder au pouvoir, parce que ce n'est pas tout le monde, parce que ceux qui accèdent au pouvoir qui ont la responsabilité de la gestion du pays, ce n'est pas tout le monde. Les idéaux, comme on les appelle, les idéaux de liberté, d'association, de pluralisme politique, je ne connais pas quelqu'un qui peut dire qu'il est contre. L'UDPM ne serait pas tombé, on aurait eu plusieurs partis. C'était acquis. Pourquoi le PV de la réunion du BC d'avril 90, de janvier 83, on a refusé de l'amener au BC? Parce que le mandat de Moussa finissait en juin 91. Et en réunion du BC, la décision avait été prise de créer les partis et aller aux élections. Moussa leur a dit non, vous ne pouvez pas dire aux gens de créer les partis en avril et aller aux élections en 83, donc proposant-leur une transition de 9 mois à discuter. Mais ils étaient au courant, ils l'ont caché à leurs militants. On a ces papiers-là. Maintenant, ils disent que c'est parce que Moussa a refusé l'ouverture que le régime est tombé. Ce n'est pas vrai. Parce que dans ce qu'on appelle le mouvement insurrectionnel, il y avait un noyau qui tissait les ficelles. Qui était en rapport avec des militaires dont on nous a dit qu'ils avaient la carte ADEMA depuis des années, qui ont dit qu'ils voulaient renverser le régime depuis 89. Il y a des écrits. C'est eux qui ont en réalité dirigé de mettre le processus. Et Président, conclusion. Alors il faut que les Maliens se ressaisissent. On a fait 27 ans en train de dire des choses qui ne correspondent pas à la vérité. On a notre pays qui est divisé aujourd'hui. Quand vous regardez le bilan des 27 ans, certains disent que c'est le bilan du mouvement démocratique. Qu'est-ce qu'on a? On a utilisé l'école et l'armée pour organiser l'insurrection. L'armée a parachevé. Prenez l'état de l'école et de l'armée aujourd'hui. On a la dernière école dans la sous-région. On a un pays qui est occupé, qui a perdu sa souveraineté. On a des populations qui sont humiliées au nord. Notre gouvernement est obligé de prier des individus qui, une semaine avant la mission du Premier ministre, font une tournée dans toutes les régions du Nord pour dire aux populations qui vont laisser le gouvernement venir, mais leur objectif de partition du pays n'a pas changé. On a les vidéos et le gouvernement va. Mais on livre des images aux populations, bon, tout va bien, mais il faut qu'on arrête ça. On va continuer à se tromper. Le Tchad qui intervient au Mali aujourd'hui est un État failli dans les années 80. Les Tchadiens sont là, moi j'ai rencontré des dirigeants tchadiens. Ils m'ont dit ce qu'ils pensent du Mali avant. Je suis venu, je l'ai passé au président Moussa Traoré, ils ont communiqué. On dira ça dans les débats un jour. Le Mali a failli parce que son armée a été détruite. Ce n'était pas une question de Libye. La Libye, c'est vrai, ça vient en 3e position, mais c'est parce que l'armée avait été détruite. L'école est détruite aujourd'hui, on n'a pas d'école. Pourquoi on refuse nos diplômes dans la sous-région? Il faut qu'on fasse attention. Et je dis, si Dieu nous donne la chance, nous, de gouverner ce pays un jour, je vous dis que je serai le dernier à venir dire que le mouvement démocratique n'a fait que du mal. Parce que je sais que dans ce bilan-là, c'est des Maliens comme nous tous. Je ne donne pas encore le patriotisme de certains. Les gens peuvent se tromper. Ensuite, quand quelqu'un a le pouvoir et qu'il y a des risques de le perdre, il peut avoir des réactions qui ne sont pas forcément celles de la nature, la vraie nature de ceux qui sont dans le régime. Il y a le livre d'Ablaye Sekousso qu'il a écrit le 5 avril 1993, quand les élèves se sont soulevés et que le régime avait tombé. Le président de l'Assemblée, le président de la République
Et le président de l'Assemblée lui a dit faire intervenir l'armée pour mater les étudiants. Il a refusé en tant que ministre de la Défense. Il a exigé un écrit. Il leur a dit qu'on vient de juger Moussa, je ne le ferai pas. Est-ce que je vais conclure par là pour dire que Ali et Alpha sont des assassins? Ils voulaient tuer les étudiants parce que le régime allait tomber. Ils ont paniqué. ATT en avril 2005, c'est ce qu'on lui a fait faire. Les gens sont sortis du stade du 26 mars. Ils sont venus casser dans Bamako pendant de 19h à 2h du matin. Toutes les boîtes de nuit ont été saccagées. Il y avait des pneus en ville pendant 6 heures de temps. Qui a stocké ces pneus? Qui a stocké l'essence? Parce qu'on voulait qu'ATT fasse intervenir l'armée. Il y allait avoir des morts seulement. On a dit qu'ATT était un assassin. Il a échappé. Ibeka récemment, on savait que dans le mouvement anti-Abana, il y en a qui se battaient contre la Constitution, mais il y en a qui se préparaient à la chute de Ibeka. Il a eu la sagesse le dernier jour de reculer. On a lui joué le même coup. Moussa était tombé dans ce piège parce qu'il avait été trahi. Parce que quand vous avez le directeur des services spéciaux, l'aide de camp, le chef de la garde présidentielle d'un chef d'État qui sont dans un complot, on n'a pas besoin de tuer des gens en ville pour le renverser. C'est ce que je voulais vous dire. Merci, Monsieur le Président. Et chère assistance, le débat tire vers sa fin. Donc, avant de tirer la conclusion de ce débat, il y a 1 minute au professeur Ali Nouhoum Diallo, 1 autre minute à Koné, et puis on tire la conclusion. Moi, je reprends la parole parce qu'il dit que moi, j'étais à l'Assemblée nationale ce jour-là. Et c'est moi personnellement qui étais visé. Madame Soumaré Assa Diallo peut témoigner, elle est encore vivante. Malheureusement, Abdraman Babatouré est décédé. Malheureusement, Bokar Sall est décédé. Mais le professeur Mamadou Lamine Traoré, chirurgien, est vivant. J'étais enfermé avec l'ambassadeur d'Allemagne, le doyen des ambassadeurs, Abou Rabat, avec l'ambassadrice du Burkina Faso, le chargé d'affaires du Soudan. Les jeunes gens, je rappelle que c'était le Copo qui dirigeait tout ça. J'ai dit c'est le Copo qui dirigeait tout ça. Nous étions aux affaires, Choguel. J'ai dit un jour à Amadou Toumani, tu sais Amadou, ceux qui nous ont empêchés de travailler pendant les 10 ans, nous les connaissons tous. Tous. Donc ceux qui, à l'époque, étaient en train d'assaillir l'Assemblée nationale, ils ont cassé toutes les vitres du bureau où j'étais. Toutes. La salle était jonchée de pierres. Nous avons dû nous réfugier dans le bureau de la secrétaire particulière. Madame Touré, Aïssata Touré, elle est vivante. Madame Soumaré, que j'ai citée, faisait de va-et-vient entre la salle Modibo Keïta et le bureau du président. Et chaque fois, elle me disait, mon frère, il faut quitter ici. C'est toi qu'on vise. Vers la fin, elle a dit, elle est vivante. Ah, je comprends. Le capitaine ne quitte pas un bateau qui coule. J'ai souri. Et elle a trouvé l'astuce. Elle me dit, est-ce que tu sais qu'Abdraman Baba est blessé? J'ai cru qu'elle disait ça pour que je donne l'ordre de quitter. Beaucoup de députés étaient déjà partis. Quand elle a vu que ça m'a ébranlé un peu, elle est allée chercher Abdraman, dont la tête vraiment coulée de sang. Et Abdraman est monté avec Ag Erlaf qui est vivant. Quand j'ai vu Abdraman en sang, parce que de l'autre côté, elle avait essayé aussi de convaincre Abdraman de partir, et elle est venue me dire, si jamais tu ne sors pas d'ici, ton père spirituel, il ne va jamais quitter l'Assemblée, même s'il doit mourir, enseignant. Donc elle a monté Abdraman. Quand j'ai vu Abdraman en sang, là vraiment, tac, il fallait décider de sortir d'ici. Aguerlaf a dit, Monsieur le Président, je suis le seul de l'exécutif dans ton bureau. Donne les ordres et je vais exécuter.
J'ai dit dans ces conditions-là, ramène les ambassadeurs. Quand tu auras ramené les ambassadeurs, tu viendras nous chercher. Abdraman, Boubacar Sall et Mamadou Lamine Traoré. Entre-temps, c'est que Ablaye Sékou Sow, paix à son âme, Mincharda Ndiango, nous allons être jugés, lui et moi, devant Dieu. Entre-temps, effectivement, je circulais entre Younousi Touré, lui, ministre de la Défense, ministre de la Sécurité, parce qu'entre-temps, Mamadou Lamine est parti en Guinée. Et le président Alpha Oumar Konaré. Effectivement, la phrase finale de Ablaye Sékou Sow, Ali, je ne sortirai pas l'armée, sauf si j'ai un écrit. Moi, cette histoire-là, de qui a tiré, qui a donné l'ordre de tirer sur Moussa Traoré, moi, ça ne m'arrivera pas. Je ne lui avais jamais demandé ça. Mais je lui demandais, il y a des ambassadeurs accrédités dans notre pays. Il faut venir les libérer. Maintenant, comment il allait s'y prendre, ça, je n'en sais rien. Aguerlaf, comment il m'a sorti de là? Immédiatement, il a pris les intégrés. Immédiatement. Un camion, je n'en sais rien, là, une benne bourrée d'intégrer devant, une benne bourrée d'intégrer derrière, la voiture du président de l'Assemblée nationale dont il a pris le volant, à Guerlaf. J'ai assis Abdraman Baba Touré à côté de lui, dont la tête saignait. Maman Lamine, Sall et moi, nous étions derrière. Et nous sommes montés à Koulouba. Je tiens à donner ce témoignage qui s'inscrit en faux contre le fait que moi j'ai demandé à l'époque qu'on amène les militaires pour tuer les étudiants. Je disais de libérer les ambassadeurs qui sont enfermés ici. Et c'était le devoir de l'État. Quand des ambassadeurs sont venus à une séance d'ouverture solennelle de l'année et qu'ils se sont trouvés enfermés comme ça, je rappelle que ce jour-là, l'ambassadeur de France n'était pas là. L'ambassadeur des États-Unis n'était pas là. Et il y avait des députés qui n'étaient pas là. Qui m'ont appelé après pour tenter de me rassurer. Les députés de l'opposition, oui. Non, pas forcément. Je me tais. Il ne faut pas, vraiment, tu as raison sur un point. Il faut éviter les dénis de réalité. Il faut que dans ce pays, on cesse effectivement de refuser de regarder en face les qualités des hommes qu'on a en face. C'est le mensonge. Il faut éviter dans ce pays de mentir sur les gens. Et Kone, vous avez une minute. Kone, rapidement. Rapidement. Le 5 avril, c'était un coup d'État qui se prépare. Alors? Mais moi, je devais être liquidé d'abord. Allô? Parce que c'est moi qui gênais. C'est moi qui gênais à l'époque. Merci. En fait, moi, je ne vais pas engager une discussion sur ces questions-là. J'ai dit tout simplement que la façon dont vous avez organisé le débat était déséquilibrée en faveur de notre ami. Moi, je ne nie pas tout ce qu'il a semblé dire dans le processus interne de l'évolution de l'UDPM. On a vu l'UDPM évoluer du parti unique intégral au parti unique multitendanciel, etc., etc. Mais cela ne renseigne pas sur la question de la liberté au Mali. Ce débat, il était conforme à l'intérieur de l'UDPM. Ce n'était pas le débat national. Votre débat, c'était votre débat à l'interne. Donc dire aujourd'hui que vous avez participé en tant qu'UDPM à la révolution démocratique, c'est le mot. En tant qu'UDPM, moi je m'inscris en faux contre ça. Que vous avez eu des débats à l'interne sur l'évolution, ce débat, il n'a pas abouti. Autrement dit, ce qui s'est passé ne se serait pas passé. Ça aussi, c'est un point de l'histoire qu'il faut dire. Quand vous dites qu'il y avait la liberté d'expression, ils ont insulté le président, oui,
Il y a un moment, tout pouvoir sait quelles sont ses limites dans la répression, quelles sont ses possibilités dans la répression. Au moment où vous parlez, avec les informations que vous aviez, avérées ou non, qu'on voulait vous renverser, vous n'aviez aucune capacité de répression sur le mouvement démocratique. Ça aussi, c'est une réalité. Il y a des moments où on ne peut pas réprimer un mouvement. Il y a des moments où on peut se permettre. Et là aussi, vous le saviez. Si vous étiez pour la démocratie, vous auriez dû laisser tout le monde marcher. La fameuse contre-marche n'aurait jamais eu lieu dans ce pays. Ça a été. Donc, ceci dans cela, je crois qu'il y a des limites. Il y a des limites. Mais moi, je suis heureux qu'on ait ce débat, qu'on continue ce débat. Peut-être qu'il faut faire le débat de façon séquentielle, qu'on prenne des thèmes spécifiques sur lesquels on peut approfondir. La question de l'armée ou la sécurité, on a énormément de choses à dire dans ce pays. C'est bien noté, c'est noté. Voilà, merci. C'est noté. C'est ce que je voulais. Merci, Monsieur Koné. Je pense que nous sommes au terme de ce débat-là. Nous remercions beaucoup les panélistes, Monsieur Hamidou Konaté de Djamana, le professeur Alinoum Diallo qui n'est plus à présenter, Souleymane Koné, universitaire, Belko Tamboura, journaliste, et moi-même, votre fidèle serviteur. Merci à l'assistance. Au prochain débat. Merci beaucoup.